cette conférence qui est proposée par une collègue qui nous vient de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et donc Cécile, la professeure donc Cécile Coquet-Mokoko, qui est professeure de civilisation des États-Unis dans cette université et qui vient donc nous présenter une conférence autour de son livre qu'elle a publié, je crois, en 2020, il me semble, hein, donc qui est le fruit d'un travail, en fait, on peut dire un peu de terrain, hein, puisqu'il s'agit d'entretiens qu'elle a eus avec des personnes donc, qui sont en couple, on va dire, interculturel. Donc, on va en parler. On va en parler. Là, bon, je ne suis pas spécialiste de la question, donc voilà. Et pour la conférence, donc, Cécile Coquet-Mokoko n'aura pas de micro, mais sa voix porte suffisamment. En revanche, après son intervention, si ça ne vous dérange pas pour les questions, on prendra les questions au micro. C'est moi qui me baladerai avec le micro parce que on enregistre et ensuite c'est placé sur la chaîne YouTube. Et si la voix est trop faible, on n'entend pas la question posée. Voilà. Et écoutez, je remercie donc la professeure Cécile Coquet-Mokoko et je lui cède évidemment la parole et le floor. Merci beaucoup. Merci beaucoup au professeur Le Vauvert et aussi aux membres de l'Institut franco-américain de Rennes de m'avoir invité ce soir. C'est une très belle surprise pour moi de voir un public aussi étoffé et de toute catégorie d'âge. Ça me va droit au cœur. Merci d'avoir fait le déplacement pour venir m'écouter. L'enquête de terrain que je vais vous présenter ce soir n'est pas seulement le résultat de l'obligation qui est faite aux universitaires de produire un ouvrage scientifique majeur 1 ou 2 décennies après leur doctorat, afin d'être habilité à diriger des thèses en France. Il s'agit d'un questionnement qui habite mon quotidien depuis plus de 25 ans maintenant, et qui porte sur un sujet en apparence banal et dépourvu de tension en France, mais encore délicat, voire tabou aux États-Unis, en particulier, mais pas seulement, dans les États les plus conservateurs et marqués par le double héritage de l'esclavage et de la ségrégation. Souvent considéré en France comme une preuve d'ouverture d'esprit et de progrès social, le métissage culturel, incarné par le mariage entre personnes noires et blanches, est volontiers imaginé comme un espace refuge, libéré des tensions et des discriminations qui peuvent être vécues à l'extérieur du couple, sur le lieu de travail ou dans l'espace public. Aux États-Unis, à l'inverse, le fait de devoir s'identifier comme person of color ou à l'inverse comme white, donc épargné de toute suspicion quant à son américanité, pose immédiatement l'existence de couples interraciaux sur un terrain politique. J'aurais tendance à dire aujourd'hui encore plus qu'autrefois, mais bon, je vais essayer de garder les choses sur un mode exempt de confrontation. C'est justement parce que ce sujet nous impose de penser les implications sociales des différences visibles entre les personnes que je choisis de parler de couples interraciaux à l'américaine, plutôt que de couples mixtes, comme on aime le faire en France, parce que cette dernière expression a, à mes yeux, le tort de présumer qu'un couple réunit 2 personnes d'origine et de schèmes de pensée fondamentalement différents, voire difficilement compatibles, dès lors que l'on constate une différence de couleur entre ses partenaires. Or, une personne noire peut très bien n'avoir aucun lien culturel avec le continent africain ou les Caraïbes, en cas d'adoption notamment, tandis qu'une personne blanche peut très bien avoir grandi aux Antilles ou dans un pays d'Afrique et en parler une ou plusieurs langues. A l'inverse, des différences de tradition religieuse, parfois beaucoup plus périlleuses à négocier pour des couples, peuvent exister entre 2 personnes dont les phénotypes nous paraissent très proches. Pensons par exemple à un couple entre un juif séfarade et une musulmane. Enfin, la focalisation que nous avons en France sur les origines des personnes amène à définir d'emblée comme mixtes les couples formés d'une personne née en France et d'une personne née dans un pays étranger, ce qui, une fois de plus, n'est pas nécessairement évident au premier regard. Mais les jeunes personnes qui sont dans cet auditoire le savent bien, les gens ici se présentent beaucoup plus en fonction des origines, ou bien une manière détournée de parler des différences visibles sera de poser la question est-ce que tu as des origines ? Comme si les personnes qui apparaissent blanches n'avaient pas d'origine. Moi j'ai tendance à dire à mes enfants, mais
On ne pousse pas comme des champignons sous un arbre. Tout le monde a des origines. Tu n'es pas le seul avec des origines dans ta classe, tout le monde en a des origines. Et lorsque mon mari faisait ses études à l'université de Rennes 2, comme pas mal de gens ici, il avait eu une fois une expérience qu'il avait trouvée assez humoristique avec un de ses camarades au niveau master, qui disait qu'il analysait des couples mixtes entre Bretons et Normands. Je savais que ça vous plairait d'entendre cette anecdote. Le choix du terrain d'enquête français s'est imposé naturellement à moi, puisque le quotidien de mes amis vivant en région parisienne et celui de mes étudiants et étudiantes de l'université de Tours, où j'ai passé 18 ans, m'amenaient à réaliser que les obstacles que j'avais dû affronter pour faire ma vie avec un conjoint originaire du Congo n'étaient pas aussi singuliers que je l'avais d'abord imaginé. Plus je recevais d'histoires de vie, de mes étudiants, de mes étudiantes, de mon entourage, plus je constatais que le passé esclavagiste et colonial de mon pays nous mettait aux prises avec les mêmes sous-entendus quant au présumé décalage culturel et social, les mêmes suspicions d'abus de confiance, les mêmes craintes de déclassement, exprimées par les parents et l'entourage amical, voire par de parfaits inconnus. L'idée d'une comparaison avec les États-Unis s'est fait jour dans mon esprit, à une époque où le président Sarkozy lançait « La France, tu l'aimes ou tu la quittes », à toutes les personnes qui se savaient déjà assignées par leur couleur de peau et ou leur nom de famille au statut d'éternels étrangers, et où son ministre Patrick Besson faisait la chasse au mariage blanc et au mariage gris, souvenez-vous, ce terme désignait alors une escroquerie au sentiment visant à obtenir des papiers. Donc au lieu d'avoir deux personnes malhonnêtes, on en avait juste une, et une autre que l'on visualisait systématiquement comme une personne blanche et de sexe féminin, qui était de bonne foi et qui acceptait un mariage qui en réalité était totalement frauduleux. Dans le même temps, outre-Atlantique, les drapeaux confédérés étaient éliminés les uns après les autres du sommet des bâtiments publics, et l'élection du premier président issu d'une union interraciale, Barack Obama, semblait offrir une configuration différente, où la couleur de peau signifiait un autre héritage que celui de l'immigration d'anciens sujets colonisés vers une métropole qui ne pouvait pas, selon le mot fameux de l'ancien Premier ministre Michel Rocard, accueillir toute la misère du monde. Pour interroger les implications de ces a priori, leurs similitudes et leurs divergences, mais aussi comprendre ce qui faisait la spécificité de l'expérience vécue des Africains américains, dont j'enseignais depuis 20 ans l'histoire, la culture et aussi parfois la littérature, j'ai décidé de partir moi-même faire cette expérience avec ma famille, dans un état particulièrement emblématique du passé esclavagiste et ségrégationniste, mais aussi du mouvement des droits civiques des années 1960. Cet État, l'Alabama, a été choisi parce que c'était le dernier à avoir retiré de sa constitution la clause punissant de 2 à 7 ans d'emprisonnement les couples interraciaux, à l'issue d'un référendum qui s'était tenu en l'an 2000 et qui n'avait recueilli que 60% de suffrages, alors même que l'arrêt Loving de la Cour suprême des États-Unis avait retiré toute force de loi à cette clause depuis 1967. Parmi les électeurs encartés au Parti républicain, 70% estimaient même que cette clause aurait dû rester dans la Constitution de l'État, qui avait été adoptée en 1901, pour marquer une spécificité culturelle, voire religieuse, à laquelle ils restaient attachés, notamment à l'époque pour s'opposer à la reconnaissance des couples de même sexe. Évidemment, ce lien entre l'arrêt Loving et le combat des couples de même sexe pour se voir reconnus comme des couples légitimes et méritant protection est bien connu des spécialistes des études LGBTQ aux États-Unis comme en France. Pour voir par moi-même si le clivage qui se dessinait relevait d'un écart entre générations ou entre villes et campagnes, j'ai créé la possibilité d'aller enseigner les études africaines-américaines, mon champ de spécialité donc, d'abord pour un semestre, puis une année universitaire entière, à l'Université d'Alabama, célèbre pour son équipe de football américain et son stade qui est apte à contenir l'intégralité de la population de la ville et que l'on voit dans le célèbre film Forrest Gump. Nous nous sommes embarqués dans cette aventure le 1er janvier 2009 et j'ai commencé les cours le jour même de l'inauguration du président Obama. J'ai ainsi mené une étude comparée auprès de 40 couples interraciaux, établis donc en Alabama d'une part, et en France d'autre part, en région parisienne et tourangelle, ces couples ayant accepté de partager leurs expériences vécues avec moi, et parfois m'ayant même contacté spécifiquement pour que je relate leur point de vue. Donc j'avais des gens qui venaient vers moi et qui me disaient « Il paraît que vous faites une recherche là-dessus, moi j'ai quelque chose à dire, dites-leur, vous qui écrivez, que
les pères noirs ne sont pas ce que l'on en dit, ce ne sont pas des pères absents, le mien est très engagé et je sais tresser les cheveux crépus. Donc c'est une question qu'on m'a posée lorsque j'ai passé mon habilitation, qui était un peu une mise sur le grill qui a duré peut-être juste 3 heures, mais je l'ai vécu comme si ça durait 5 heures en toute honnêteté. Mais on m'a demandé si j'avais pas un rapport de domination par rapport à mes enquêtés, parce que voilà, on en impose en étant professeur et les enquêtés peuvent se sentir toutes petites ou tout petits. Mais en l'occurrence, c'était le plus souvent des étudiants ou leurs amis avec qui j'entrais dans une relation en quelque sorte d'égal à égal. Ces personnes venaient me voir après les cours en me disant « Dites, vous êtes drôlement gonflé de dire les choses de manière aussi carrée. » Et moi, je suis aux prises un peu avec le même genre de soucis avec mes parents. Donc, est-ce qu'on pourrait en discuter dans votre bureau lors de votre heure de permanence? Parce que je voudrais bien savoir comment vous vous en êtes débrouillé et je voudrais que vous me conseilliez un petit peu. Donc, le cadre habituel de l'entretien de terrain qu'on pratique en sociologie qualitative était complètement bouleversé. Et je ne voyais pas au nom de quoi j'aurais refusé des témoignages qui venaient à moi, puisque normalement, la méthodologie veut qu'on crée un lien de confiance et que ce lien de confiance préexistait à ce que moi j'arrive avec mon questionnaire. Donc j'ai eu à défendre cette méthodologie. Bon, j'en ai réchappé, sinon je ne serais pas devant vous ce soir, je pense. Cette étude comparative, elle est dite longitudinale, dans des termes savants, parce qu'elle a été menée sur une période de 9 ans, entre 2010 et 2019, donc l'année qui a précédé la parution du livre, ce qui m'a permis de contrer l'a priori selon lequel les couples auprès desquels j'enquêtais n'étaient, entre guillemets, pas sérieux, au motif qu'ils étaient majoritairement âgés de moins de 30 ans, donc mon échantillon va de 20 ans à 40 ans, et que ces couples étaient susceptibles de vouloir braver les tabous au nom de la fameuse Jungle Fever qui avait été exposée au cinéma par un célèbre film de Spike Lee, bien sûr. Une dernière précision sur l'échantillon sur lequel j'ai travaillé. Évidemment, puisqu'en France, il n'y a pas de statistiques ethniques, qu'on ne regarde que les nationalités, comme je l'ai déjà un peu évoqué, mes observations sont forcément empiriques sur mon échantillon, mais elles sont intéressantes à relater malgré tout, puisque pour les couples que j'ai interviewés aux États-Unis, on a exactement le même pourcentage d'hommes noirs en couple avec des femmes blanches ou de femmes noires en couple avec des hommes blancs que dans les statistiques du Bureau fédéral du recensement. C'est-à-dire que 80% des couples étaient composés d'un homme noir et d'une femme blanche, ce qui est l'image qui a été mise par l'Institut franco-américain pour cette conférence. Tandis qu'en France, on avait 60% de couples interrogés où c'était la femme qui était noire et l'homme qui était blanc. Et ça, c'était déjà intéressant pour moi comme sujet de discussion avec mes étudiants et étudiantes en Alabama, puisque là-bas, on partait du principe qu'un couple interracial, c'était forcément un homme noir et une femme blanche. Et qu'il y avait des logiques de loyauté, dont je vais parler encore un petit peu plus en détail dans quelques minutes, qui faisaient que, a priori, des hommes blancs n'étaient pas attirés par des femmes noires, puisqu'ils les considéraient laides ou hors de leurs canons esthétiques. Donc c'était intéressant de voir ces perceptions lorsque je discutais de mon projet de recherche avec mes étudiants et étudiantes en Alabama, puisque ça brouillait un petit peu, ou ça questionnait, ça interrogeait les a priori que mes jeunes étudiants et étudiantes pouvaient avoir. J'ai donc aussi pu, lors des nombreux débats auxquels mes cours donnaient lieu, recueillir donc ces perceptions sur ces couples qu'exprimaient spontanément les plus de 350 étudiants de niveau Bac+1 à Bac+5, devant lesquels j'ai eu le privilège d'enseigner, et qui étaient majoritairement originaires de l'État. 95% de ces étudiants et étudiantes s'identifiaient comme noirs. Dans mon questionnaire, je demandais aux personnes comment ils et elles s'identifiaient, puisque c'est comme ça qu'on procède aux États-Unis. Et ça peut aussi être important dans la mesure où il existe un concept qui est celui de racial passing, où vous pouvez très bien avoir l'air blanc ou blanche, mais en réalité venir d'une famille où
les ancêtres sont africains-américains, et avoir des frères et sœurs qui sont beaucoup plus typés que vous. Donc l'identification raciale ne doit pas être assignée, elle relève de la manière dont la personne souhaite s'identifier. Je rappelle que dans le recensement fédéral aux États-Unis, les personnes qui remplissent les formulaires ont le droit de s'identifier depuis l'année 1970 et ont le droit de choisir plus d'une case pour identifier leur héritage ou leur patrimoine culturel depuis l'an 2000. Donc le recensement de l'an 2000 a un rapport avec l'arrêt Loving, puisque justement, en l'an 2000, c'est le moment où les enfants des couples interraciaux qui ont obtenu leur légalisation grâce à l'arrêt Loving de 1967 étaient suffisamment adultes pour entrer à l'université et refuser l'obligation de ne choisir qu'une seule case. Donc c'était tout un combat qui a été mené tout au long des années 1990 par les parents de familles multiraciales et par ces jeunes qui estimaient qu'on était au-delà de la One Drop Rule, cette fameuse loi de la goutte de sang qui faisait que vous passiez du côté de la minorité noire dès lors que votre famille avait la réputation d'être métissée. Donc c'est dans ce cadre-là que je posais la question de l'identification raciale à mes enquêtés aux États-Unis, mais aussi, par souci de cohérence, en France, où je demandais à mes enquêtés comment ils ou elles souhaitaient parler de leur famille, de leur bagage culturel, des origines qui comptaient ou comptaient peut-être un peu moins pour elles et pour eux. Et ça permettait d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin dans le détail que si on avait juste demandé à cocher une case comme on le fait dans des méthodes plus quantitatives. Les entretiens se sont déroulés sur plusieurs périodes, évidemment sur toute cette période de 10 ans également, et ont parfois duré plus d'une heure. Donc les durées étaient variables, ça pouvait aller d'une demi-heure à des conversations qui devenaient quasiment amicales et qui pouvaient s'étaler sur les mois où j'ai enseigné là-bas, et ensuite des discussions sur les réseaux sociaux à des moments parfois cruciaux de la vie de mes anciens et anciennes étudiantes. Donc j'en viens au point saillant de cette enquête et ce qui m'a vraiment le plus marqué. Au fil des entretiens, ce qui m'a le plus frappé, c'est que le regard porté sur ces couples de part et d'autre de l'Atlantique exprime au-delà de la surprise le choc de les voir défier la fameuse barrière de couleur, la color line, pour habiter en fait une sorte d'interland, un entre-deux, où ils se démarquent du modèle de couple dans lequel chacun des partenaires a grandi, comme s'il s'agissait d'une rupture irréversible avec le milieu d'origine. Là où les parents blancs expriment avec plus ou moins de violence la crainte du déclassement de leur enfant, voire du déshonneur de la famille, les parents noirs américains, y compris et même surtout dans les familles qui ont milité pour le mouvement des droits civiques dans les années 60, mettent en avant le concept de race loyalty, la loyauté à son groupe racial, au point de qualifier de race traitor, traître ou traîtresse à sa race, et de sell-out, vendu, les personnes qui tournent le dos à leur communauté en choisissant de former un couple avec l'ennemi. Je n'avais pas moi-même ces termes à l'esprit en débutant le travail de terrain, mais ils se sont imposés à force de surgir de manière récurrente dans les propos des enquêtés. Donc j'ai été moi aussi, et c'est normal et sain je pense, façonné par mon propre terrain d'enquête. Il y a aussi beaucoup de codes non-verbaux qui ont été perçus par nous en tant qu'enquêteurs vivant dans la même situation que nos enquêtés, des regards de profond mépris qui pouvaient nous être lancés par de jeunes étudiants et étudiantes de première année sur les campus où nous circulions, prioritairement le campus de l'Université d'Alabama, mais aussi les campus d'autres universités qui étaient encore moins racialement mixtes. Le campus de l'Université d'Alabama avait exactement le même pourcentage d'étudiants s'identifiant comme noirs que les statistiques du recensement fédéral, c'est-à-dire 12% tout pile. Alors que le comté avait une population
à peu près à égalité 50-50% entre blancs et noirs. Donc cette université était désignée comme Predominantly White Institution, PWI, dans les acronymes aux États-Unis, qui signifie une institution à majorité blanche. Les jeunes femmes enquêtées, en particulier, m'ont fait part de pression financière de la part de leurs parents, qui les avaient amenées à devoir choisir entre leurs études et leurs partenaires. Mais aussi, elles m'ont fait part de la difficulté à faire face aux préjugés sur leur moralité, exprimés par des amis ou des étudiantes des mêmes sororités. Une étudiante en particulier a eu une citation de la part d'une de ses amies de sororité qui m'avait particulièrement marquée. Cette amie lui avait dit « Une fois que tu passes du côté des Noirs, c'est fini, tu ne reviens plus. T'es perdu en fait. Perdu dans tous les sens du terme. » Les enquêtés masculins, pour leur part, lorsqu'ils étaient enclins aux confidences auprès de moi, ce qui était beaucoup moins fréquent, je l'avoue, qu'avec des enquêtés féminines, donc ces enquêtés masculins faisaient part de provocations de la part d'autres hommes, aussi bien noirs que blancs, qui n'hésitaient pas dans des lieux publics comme des centres commerciaux, les malls, ou dans des bars, à solliciter sexuellement la partenaire, noire ou blanche encore une fois, du couple, au motif que celle-ci était forcément une fille facile, ou à exprimer du dégoût face à une fille souillée, le terme était tainted, ou intéressée seulement par l'argent, et là le terme était gold digger. Dans de telles situations, le fait d'apparaître en public comme un couple représente une épreuve pour ces couples davantage que pour d'autres, si bien que la coutume assez typique des États-Unis et surtout dans le Sud profond, la coutume de l'évitement du public display of affection, autrement dit les câlins, en public, cette stratégie est plus souvent mobilisée pour ne pas avoir à affronter l'agressivité d'autrui, surtout lors de périodes où les propos de personnalités publiques encouragent à la désinhibition de la parole raciste et sexiste. Dans notre cas particulier, on l'a vécu en arrêtant progressivement de se tenir par la main lorsqu'on circulait dans les allées du campus. Évidemment, quand nos enfants gambadaient devant nous, ça devenait difficile pour les personnes qui nous croisaient de ne pas faire un lien de cause à effet, mais c'était particulièrement intéressant pour moi d'observer, avec ma personnalité de chercheuse qui se regardait vivre, le silence qui se faisait dans la cafétéria de l'université, lorsque les tablés, où étaient regroupés sur 2-3 tablés les étudiants noirs qui étaient là à ce moment-là, toutes les autres tablées ne regroupant que des étudiants blancs, et le silence se faisait quand les marmots étaient en train de sautiller devant nous, et que nous arrivions dans ce lieu. Et c'était quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas, parce que je mettais les pieds dans une université, et donc j'avais l'a priori tout à fait naïf selon lequel nous serions bien reçus, parce qu'on était dans un temple du savoir, mais aussi parce qu'il y avait cette euphorie qui prévalait en France à la suite de la première élection de Barack Obama, où on se disait, ça y est, les États-Unis ont digéré la question raciale, et voilà, c'est un modèle pour nous, Français. Donc c'était assez marquant aussi pour moi, qui avait fait mon travail de doctorat sur les églises noires américaines, sur le call and response dans les sermons, donc les appels et réponses des assemblées de fidèles noirs. Donc j'avais l'habitude d'être dans des environnements à majorité noire, mais c'était frappant de voir que ce même silence glacial se produisait dans les églises noires où nous venions assister au culte du dimanche. Il y avait une évolution du regard qui était vraiment marquante et systématique, un regard de tendresse porté sur les enfants, où on sentait vraiment que c'était les enfants de la communauté, ils étaient accueillis. Le regard s'élevait ensuite vers moi, où on se disait, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a dû s'égarer. Bon, ça, j'ai l'habitude. Après, je leur dis, bon, je suis française, ils se disaient, ah, d'accord. Et ensuite, lorsque monsieur qui avait garé la voiture, en bon gentleman, là, pour le coup, il cochait les cases des coutumes du Sud, lorsque mon mari arrivait, là, les regards devenaient carrément assassins. Et il avait littéralement des dagues qui sortaient des yeux, et à la suite des cultes dominicaux, le pasteur venait nous voir gentiment en nous disant qu'il valait peut-être mieux qu'on trouve un autre endroit qui serait plus adapté à notre famille. Ouais, c'était assez dur à vivre, de même que les crèches aussi, des crèches qui nous avaient été recommandées par des étudiantes qui étaient dans des couples interraciaux,
puisque notre deuxième enfant n'avait que 2 ans, donc c'était assez compliqué de trouver un mode de garde pour lui, puisque nous avions la chance d'enseigner l'un et l'autre. Et je me souviendrai toujours de l'accueil qui nous avait été réservé dans la crèche qui était associée à une église baptiste à laquelle allait donc l'une de mes étudiantes, blanche mais aussi d'origine cherokee, qui était en couple avec un Africain-Américain et qui avait donc un très jeune enfant. Nous avions téléphoné pour demander s'il y avait encore des places pour notre enfant. Et on nous avait accueillis très gentiment, on nous avait dit vous avez de la chance, il reste juste une place. On s'était dépêché de se rendre à la crèche en question. Et lorsque je suis arrivée avec mon enfant dans les bras, tout à coup il n'y avait plus de place. La jeune femme qui nous a accueillis avec un charmant sourire a résisté à mon insistance parce que je ne comprenais honnêtement pas. Je disais mais c'est moi à qui vous venez de parler au téléphone. Vous venez de me dire qu'il restait une place. Et elle me disait non, je vous assure que vous vous êtes trompé, il ne reste absolument plus de place. Je suis désolée. Donc là, je me suis amenée à m'interroger sur peut-être les effets de seuil qui pouvaient exister, des seuils de tolérance au-delà desquels la présence de plus d'un enfant considéré comme biracial pouvait poser des problèmes aux autres parents qui mettaient leurs enfants dans ces crèches. Pour vous donner la conclusion de l'histoire, évidemment, comme vous le devinez, notre enfant a trouvé une place dans une crèche noire, où il était parfaitement bien reçu, parfaitement bien accueilli, avec énormément de tendresse dans une atmosphère extrêmement familiale, et où je me suis vue expliquer par les directrices de la crèche qu'elles préparaient des repas pour les enfants, parce que parfois c'était le seul repas véritable que ces enfants pouvaient avoir. Donc je suis bien consciente que j'ai fait mon terrain dans un état particulièrement conservateur, où la pauvreté était aussi une réalité, et malheureusement l'est encore. Dans la sphère familiale aussi, de nombreux couples doivent continuer à lutter pour leur reconnaissance, face à des familles qui parient sur une rupture, à plus ou moins brève échéance, voire se permettent de dissuader les partenaires d'avoir des enfants. Là, j'aurais plusieurs anecdotes à relater. Pour le pari sur la rupture, c'est quelque chose que j'ai pu vivre aussi de mon propre côté avec mes parents. Mais j'ai été assez sidérée d'entendre une de mes collègues à l'université de Tours m'expliquer que des tantes de son mari africain-américain s'étaient déplacées pour assister à leur mariage depuis la Géorgie, donc Géorgie aux États-Unis bien sûr, exprès jusqu'à la région Tourangelle pour venir leur souhaiter tout le malheur du monde et leur dire qu'elles espéraient bien qu'ils divorceraient rapidement. Donc ça demande quand même un certain engagement. Mais je dois avouer que ça m'a frappé et que c'était quelque chose d'inattendu de voir des belles-mères blanches en particulier émerger des propos des enquêtés comme étant les plus farouchement opposés à la naissance d'enfants métis, en dépit du fétichisme affiché dans une société comme dans l'autre à l'égard de ces derniers. La beauté présupposée des enfants métis, qui apparemment est une loi de la physique, à en croire les milieux publicitaires. Et qui amène d'ailleurs à une certaine fétichisation aussi des hommes noirs comme géniteurs d'enfants désirables. C'est quelque chose que j'ai été très frappée d'entendre de la part des enquêtés masculins noirs qui ont eu la générosité de me faire part de scènes d'expériences assez dérangeantes qu'ils ont pu vivre en France comme aux États-Unis. Lorsque le métissage n'est plus seulement une idée à la mode qu'il est de bon ton d'applaudir, mais devient une réalité appelée à s'inscrire dans le corps de nos proches, des tout-petits qu'il faudra porter, changer et surtout coiffer, une peur irrationnelle de la différence supposément ingérable se fait soudain entendre. Les professionnels de santé ne sont pas en reste. Les jeunes mères, dont moi, mais je suis loin d'être la seule, ont toutes relaté dans les entretiens les commentaires non sollicités qu'elles avaient reçus de la part de sages-femmes ou de médecins qui, dans le souci de bien faire, pensaient les rassurer a priori sur l'évolution de la couleur de peau du nourrisson ou la texture de ses cheveux. L'Alabama étant un État où les églises, baptistes, méthodistes, pentecôtistes jouent un rôle important dans la vie quotidienne des habitants, il n'a pas été surprenant de constater que l'adhésion au christianisme et à des valeurs familiales plus traditionnelles se retrouvait chez la totalité des couples interrogés, donc en Alabama. Mais ces valeurs se sont également avérées importantes chez mes enquêtés de France, ce que je n'aurais pas soupçonné au premier abord, puisqu'on parle beaucoup moins spontanément de religion, notamment dans ces tranches d'âge de 20 à 40 ans.
Cependant, les tensions avec les parents amènent de nombreux couples à se mettre en quête de lieux de culte et de sociabilité amicale. Aux États-Unis, et surtout en Alabama, l'un égale l'autre, parce que le dimanche, en toute honnêteté, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on va à l'église, et après, si on le sent, on va au bowling ensemble, ou alors au stand de tir. Mais entre les trois activités, il n'y a pas énormément de choses à faire, en toute honnêteté. Et c'est pas dire des méchancetés au sujet de l'Alabama que de dire ça. J'ai adoré ma vie là-bas. Mais c'est justement parce qu'on se soude autour d'une communauté où on est bien ensemble. Donc on vous invite à aller pêcher dans le lac, on vous dit oui, bon alors attention, parce qu'il ne faudra pas rester après le coucher du soleil à 6h du soir, parce que vous risquez d'avoir une balle perdue. Mais sinon, l'ambiance est sympa. D'accord, il y a encore des Sundown States. Ben oui, c'en est un. Le Sundown State, c'est un endroit où il ne faut pas rester après le coucher du soleil si vous êtes noir, ou perçu comme tel, ou perçu comme aimant les noirs, ce qui est pareil que d'être noir, parce que vous risquez d'avoir un malheur potentiellement létal. Ma liberté de ton a été relevée par mes étudiants en Alabama qui étaient assez inquiets parfois et qui me disaient, vous savez, Doc, vous êtes quand même très très libre de votre parole et sachez que le clan est quand même actif dans les parages, donc on ne sait pas combien de temps vous allez tenir. On est content de vous avoir avec nous, mais vous êtes un peu trop direct, donc essayez de faire attention parce qu'il y a une de vos collègues qui a trouvé sur la porte de son bureau, c'était avant que vous n'arriviez, elle a trouvé une petite corde de pendu miniature que quelqu'un avait épinglée là pour l'avertir un peu. Ça m'a pas vraiment calmée, mais je me suis dit que j'étais quand même un petit peu inconsciente d'emmener ma famille dans un endroit comme celui-là. Mais en même temps, le fait d'enseigner les études africaines-américaines dans cet environnement, d'avoir ces conversations extrêmement honnêtes et franches avec des amphithéâtres qui parfois pouvaient contenir 85 étudiants qui me disaient « mais on n'a jamais ces conversations en dehors d'un groupe de 3-4 amis dans un dorm. Ce qui se passe dans vos cours, c'est quand même quelque chose. » Bon, je ne dis pas ça pour m'apporter la moindre gloire, parce que je me suis fait dégager comme une immigrée qui avait un contrat temporaire à la fin de mon contrat. Mais j'avais l'impression de ressentir beaucoup mieux, de comprendre beaucoup mieux l'atmosphère qui avait pu exister dans les années 60 et de comprendre à quel point certaines choses, en particulier dans l'ambiance, dans les codes non-verbaux, dans les attitudes des gens, ce que ça avait pu signifier dans l'engagement de ces générations des droits civiques. Et du coup, je comprenais un peu mieux pourquoi certains de mes étudiants noirs me disaient « non mais je ne ferai jamais ça à ma grand-mère. Ramener une fille blanche à la maison, mais jamais. Je ne peux pas lui faire ça, ça va la tuer. Si vous saviez ce que les flics lui ont fait. » Et j'écoutais ça en 2010, je me disais « ah oui, d'accord. » Donc je pensais à Fannie Lou Hamer qui avait été battue au point d'en perdre l'usage d'un de ses yeux. Et quand on voit aujourd'hui ce que fait ICE, je me dis effectivement, je peux tout à fait comprendre, je ne juge absolument pas ces familles, je peux comprendre dans quel état d'esprit elles peuvent être. Puisqu'il y a très, très clairement des traumatismes intergénérationnels qui ne sont pas prêts d'être résolus. Donc ces lieux de sociabilité amicale sont des lieux où il est plus facile pour ces couples de rencontrer d'autres couples interraciaux et d'échanger avec ces derniers sur des problématiques partagées, en particulier lorsque les confidences avec les parents proches, la mère notamment, ou les membres de la fratrie sont impossibles car potentiellement nocives à la survie ou au maintien du couple lui-même. Cette tendance, sans surprise, s'accentue encore lorsque les partenaires deviennent parents de jeunes enfants. J'ai pu constater que les liens amicaux se muent alors au point de former des familles de choix, ce que facilite des rituels religieux comme les baptêmes et, chez les catholiques, les confirmations et les professions de foi. Et évidemment, après, quand j'ai été amenée à diriger des thèses sur les familles LGBTQ et la question des familles de choix, je voyais totalement la cohérence entre les stratégies des couples sur lesquels j'avais travaillé, donc tous des couples hétérosexuels pour des raisons de difficulté d'accès aux couples eux-mêmes. Je n'ai réussi à trouver que 5 couples interraciaux de même sexe, et c'était à la toute fin de mon séjour. Je devais partir, donc je n'ai pas pu élargir mon terrain. C'est souvent une question qu'on me pose, mais c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu élargir mon terrain aux couples de même sexe. Je peux cependant vous orienter vers un excellent ouvrage signé de Amy Steinbuchler, Beyond Loving, qui traite spécifiquement des couples interraciaux de même sexe, mais pas dans un état du Sud profond.
Donc, dans ce contexte de famille de choix, les femmes vont plus volontiers, c'est assez compréhensible, vers d'autres femmes, quelle que soit leur couleur de peau. Et là, la barrière de la couleur se dissout totalement. Et c'était ça qui était assez fascinant à observer et à vivre aussi, je dois l'avouer, parce qu'on parlait de ce qu'on pourrait appeler le maternage, le parenting. Comment est-ce qu'on est une mère suffisamment bonne, comme dirait Winnicott, pour un enfant qui va être racisé. Surtout lorsqu'on est regardé de travers par les deux groupes. Les familles noires qui ne nous connaissent pas, nous regardant comme des gens qui sont incapables d'être de bons parents pour des enfants que la société va voir comme noirs. Et j'avais même, parmi mes propres étudiants qui m'avaient parfois suivi au cours des 3 semestres que j'ai passés en Alabama, commencé des interventions lors des débats en disant « Bon, il est de notoriété publique qu'une personne blanche est incapable d'élever une personne noire. » Et j'interromps en disant « Mais excusez-moi, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous là maintenant tout de suite ? Ah oui, mais vous, c'est pas pareil. » Je dis bah, « Oui, d'accord, vous devenez aveugle à la couleur, ok, mais ça devient quand même possible. Essayons d'interroger ces a priori, s'il vous plaît. Je sais que je suis blanche différemment, mais il n'empêche que quand on arrive ici, en Alabama, qui est un État où il y a eu peu de migration, on le sent tout de suite parce que parmi nos stratégies de survie, parfois parce qu'on se sentait directement menacé, on se mettait à parler français très fort. Mon mari et moi, ou avec les enfants, pour que les gens comprennent qu'on n'était pas des Américains. Parce que parfois, des gens venaient vers nous, y compris des Noirs, de manière agressive, en nous disant voilà, qu'est-ce que vous croyez vous vous prenez pour qui à venir parader comme ça, tous les deux il s'adressait directement à mon mari en disant toi, tu n'as aucun droit d'être avec cette femme blanche, tu dois être avec quelqu'un de ta race, pour qui est-ce que tu te prends à te trimballer avec ton trophée voilà, va montrer ta réussite sociale autrement. Et mon mari qui comprenait rien du tout, il me dit qu'est-ce qu'il dit, il est perdu. Je dis non, on avance, on va au parking là parce que j'ai pas envie d'avoir ce genre de discussion. C'est vrai qu'on est dans une ville où peu de gens circulent à pied. On commence vraiment à être dans les États plus à l'ouest où on prend sa voiture pour aller chercher, je dirais pas le pain, mais les œufs. Vous savez bien, les œufs c'est beaucoup plus important. Mais effectivement, c'était des stratégies de survie. Et après, les gens parfois nous parlaient dans des supermarchés en disant « Ah mais c'est drôle cette langue que vous parlez, c'est quoi ?» Et là, ça me faisait effectivement un effet assez surprenant. Je me disais « Oui, je suis aux États-Unis, mais pas tout à fait en fait. Je suis vraiment dans un État qui n'est pas du tout un État des côtes, ces États dont on parle tout le temps. On n'est pas dans un État où il y a eu du brassage. Et par certains côtés, même sur le plan des rôles de genre, on avait parfois l'impression d'être encore dans les années 50, quand j'avais des étudiantes blanches qui m'expliquaient qu'elles avaient été obligées d'épouser le père de leur enfant parce que sinon ça allait jaser, qu'il avait fallu se dépêcher de se mettre la bague au doigt parce que la réputation de la famille était engagée. Et je regardais ça, je me disais, on est en 2010, qui va me croire? Donc, effectivement, ces femmes qui viennent de milieux qui sont finalement pas si différents que ça, qui ont été élevées souvent dans des cadres assez religieux, à qui on a fait porter le poids de la réputation de la famille, de la moralité, se retrouvent. Et en fait, se rendent compte que les attendus, les injonctions sont assez similaires. Et que finalement, elles ont à faire le boulot quotidien d'élever un enfant et que leurs causes sont les mêmes. Donc elles se donnent des tuyaux qui vont de la manière de traiter correctement, de coiffer correctement, de ne pas maltraiter des cheveux crépus, frisés, de toutes sortes, à la manière d'interagir avec des enseignantes. Les hommes de leur côté en font tout autant. Ceci m'a amené à nuancer mon hypothèse première sur le caractère a priori fusionnel de ces couples et à constater qu'in fine, ceux-ci se défont, parce qu'il y a eu quand même 5 séparations dans le cours de ces 9 années de terrain, et 3 couples aussi qui se sont formés. Donc, in fine, ces couples se défont ou tiennent dans la durée, exactement pour les mêmes raisons que les autres couples. Il n'y a pas forcément une incidence majeure du racisme sur la durée de vie ou la façon dont tiennent ces couples. Et ça aussi, ça a été une des conclusions auxquelles je ne m'attendais pas forcément.
Donc je terminerai en vous disant que mon travail sur les couples noirs-blancs en Alabama et en France, entre les années 2010 et 2020, m'a permis de constater, au travers des expériences vécues, partagées avec moi par mes enquêtés, ainsi que mes propres expériences vécues, que si la race n'a aucun fondement scientifique, le fait de nier forcément la racisation de l'autre, en disant « mais non, moi je suis colorblind, on s'en fout, on fait notre vie tous les deux et tout ira bien comme ça », ce positionnement-là n'aide pas à penser les défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien, jusque dans notre intimité et dans nos efforts pour élever nos enfants. Il ne s'agit pas tellement de craindre une dissolution de la culture, d'être moins blanc ou moins noir, parce qu'en définitive, nous sommes le pays dans lequel nous grandissons, et nos parents ne font pas toute notre éducation, heureusement parfois. Mais ces couples et ces familles, sans doute plus que d'autres, parce que ces questions se posent à eux plus explicitement et plus frontalement, ont dû faire face à la dureté souvent brutale des a priori, et ont dû apprendre à distinguer la maladresse de la malveillance, y compris chez leurs proches. Désolée pour ce non-happy ending, mais merci beaucoup de votre attention. Je suis prête pour vos questions. Oui. Comment votre livre a-t-il été accueilli aux USA et en France s'il y a eu des lecteurs français? En toute honnêteté, en toute humilité, je n'en ai aucune idée. L'éditeur n'a pas fait de tournée. J'ai eu quelques interviews dans Libération et dans un média canadien, mais je ne sais pas du tout comment il a été reçu. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque je présentais mon terrain dans des associations de sociétés savantes notamment, surtout lorsque ces sociétés savantes étaient très nationalistes culturels noirs, j'avais des gens qui partaient, avant même que j'ai ouvert la bouche. Ou des gens qui disaient, bon, on n'est pas là pour écouter des blancs nous parler, on est là pour écouter des choses sur notre peuple. Et très souvent, c'était des collègues qui étaient plus âgés, qui étaient suffisamment âgés pour avoir vu le mouvement des droits civiques, alors que les membres de l'auditoire qui étaient de la génération des millennials, donc comme mes étudiants, qui sont aujourd'hui âgés d'une trentaine d'années, disaient, mais voilà, si on parle des couples interraciaux, il y a forcément des points de vue de blancs quand même. Et on vit dans un environnement à majorité blanche, donc ça ne sert à rien de vivre dans une bulle. Mais on voyait un clivage qui était particulièrement marqué entre les générations. Et j'avoue que c'était difficile à vivre, même si j'essayais d'être stratégique et de dire, bon, je vais présenter uniquement mon terrain français, mais c'est vraiment un sujet qui était considéré comme tabou. Et le regard qui est porté sur la personne qui fait cette étude est aussi un regard très clairement stigmatisant. J'ai recouru aux ouvrages de plusieurs historiennes américaines absolument excellentes comme Martha Hodes, qui ont travaillé sur les couples interraciaux dans le sud esclavagiste pendant l'esclavage. Et Martha Hodes dit quelque chose à la fin de son ouvrage qui m'a totalement sidéré, en même temps pas tant que ça. Il s'agissait d'une expérience qu'elle avait eue lorsqu'elle faisait un travail sur les archives et où elle avait eu une discussion avec quelqu'un qui était payé pour faire la généalogie d'une famille blanche. Et ce généalogiste lui a dit, écoutez, j'ai un document d'archives pour vous, le voilà, je pense que ça va vous intéresser pour votre ouvrage. Voilà cette famille qui a en fait un ancêtre noir. Et Martha Hodes lui répond, mais ils vous ont payé pour avoir ces documents d'archives. Pourquoi vous me donnez ça à moi? Et la personne lui a répondu, I don't think they want to know. Voilà, voilà, on garde ces sales petits secrets parce que voilà, c'est quelque chose dont on ne veut pas entendre parler, c'est une flétrissure sur l'honneur de la famille. Donc le fait de venir parler de ça et de dire qu'on est dans cette situation-là, en France, vous expose à des questions sur votre méthodologie où on vous dit « mais comment pouvez-vous être objectif sur une réalité que vous vivez vous-même ?» À quoi je réponds « je vis avec un sociologue ». Donc on est dans l'analyse permanente des façons de faire, des façons de voir, des façons de se moucher, de se peigner ou autre. Donc c'est devenu un mode de vie. Et aux États-Unis, voilà, je suis obligé de faire avec un regard qui est un regard de jugement. Parce que je suis une traîtresse à ma race, donc je ne suis pas fiable.
vous avez beaucoup parlé de comment les familles percevaient les couples interraciaux aux États-Unis. Et je voulais savoir s'il y avait aussi des, ce genre de réflexion en France, sachant qu'il y a moins, une histoire qui est moins traumatisante qu'aux États-Unis. Est-ce que les familles sont plus compréhensibles, on va dire, avec les enfants, avec leurs enfants qui sont des couples interraciaux? Je ne sais pas si l'histoire est moins traumatisante en France. C'est moins explicite. On parle beaucoup moins d'esclavage. En particulier, aux Antilles, c'est un sujet qui est assez tabou. On essaie de ne pas en parler, de ne pas creuser là où ça fait mal. Mais il y a des stéréotypes. Il y a aussi ce qu'on peut appeler une certaine haine de soi chez un certain nombre d'enquêtés qui me disaient, moi j'aimerais bien que mes enfants soient blancs, parce que moi je suis métisse et bon, j'en ai un peu marre d'avoir autant de soucis avec mes cheveux, donc j'aimerais bien avoir des enfants blancs, je suis contente que mon conjoint soit blanc, parce qu'au moins on aura des enfants blancs. Donc il y a des choses qui sont quand même très complexes. Le fait qu'on n'en parle pas en France ne veut pas forcément dire que ça soit moins traumatisant. Et il y a évidemment les positionnements politiques de famille qui peuvent être aussi assez radicaux, où on va utiliser l'équivalent français du N-word, où on va nous dire « ouais, épouser un noir, c'est bon pour une secrétaire », comme ce qui a été dit à l'une de mes enquêtées. Ou bien « moi, je veux pas te voir avec ton négatif de photo ». Il y a des choses assez violentes. Je veux pas que tu aies des gamins qui soient des racailles. Ce nom-là, tu vas quand même pas prendre le nom de ton mari, c'est un nom de singe. Et du coup, c'est plutôt dans le sens de les blancs qui sont racistes. Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des familles noires, des parents noirs qui ont cette même réflexion de c'est une trahison envers la famille, envers... Très honnêtement, j'ai beaucoup moins vu ça en France. Ouais. Mais c'est aussi parce que les familles auprès desquelles j'ai enquêté venaient d'environnements qui étaient encore très liés soit à la Guadeloupe, à la Martinique, soit au Congo, Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire. Et donc, les membres de ces familles allaient dans les îles d'origine, dans les pays d'origine, consommer des plats des pays d'origine, parler un peu ou beaucoup la langue, écouter la musique. Si je regarde le cas de mes enfants ou des enfants de mes amis, la rumba congolaise est tellement populaire que les enfants vont aller apprendre du lingala, même chez des chanteurs de rap qui vont introduire, ça se fait de plus en plus, vous pourrez demander aux jeunes qui sont dans la salle, qui sont peut-être encore plus jeunes que vous, qui écoutent peut-être ces artistes, mais il y a quelques mots de lingala. Par exemple, si vous écoutez quelqu'un comme Keblak, vous entendez un petit peu de lingala par-ci par-là, donc il y a une certaine fierté qui peut être revendiquée en dehors du cercle familial, ou avec d'autres amis qui sont métis mais d'autres origines. Donc le fait qu'il y ait cette rupture avec les ancêtres africains sur le terrain africain-américain, là où j'étais en tout cas, amène à cette crispation, beaucoup plus du côté des familles noires aux États-Unis, celles en tout cas où avaient grandi mes enquêtés, que ce que j'ai pu voir en France. Je ne vais pas dire qu'il n'y ait pas de nationalisme culturel chez les familles noires françaises, mais franchement, parmi mes enquêtés, j'en ai pas rencontré. Si je puis me permettre une question en amont de ta conférence, on a un petit partenariat avec le cinéma L'Arvor. Donc lundi dernier, ce lundi, on a présenté le film Loving. Et comme tu as parlé à 2 reprises de l'affaire Loving, la décision de la Cour suprême, est-ce que tu pourrais nous rappeler brièvement de quoi il retournait? Alors, c'était un couple qui avait grandi, qui s'était toujours connu en fait. C'est un petit peu ça commence comme un conte de fées. C'est un homme et une femme qui se sont toujours connus, qui ont grandi dans une communauté rurale, qui reflète vraiment l'Amérique pratiquement telle qu'elle s'est construite dès l'époque coloniale. Des Amérindiens, des Blancs, des Noirs. Mildred est d'ascendance amérindienne et noire, et son amoureux, Richard, est d'origine européenne, mais bon, blanche en fait.
Et ils décident de se marier parce qu'ils ont un enfant qui est on the way. Mais c'est impossible de se marier dans l'État de Virginie. Et donc, ils vont se marier à Washington, D.C. Donc, ils font le trajet pour aller se marier à Washington, D.C. Et ils reviennent avec leur certificat de mariage parce que, comme dans toutes ces communautés rurales, ils veulent vivre avec les leurs, avec leur famille. Ils ne voient aucune raison d'aller s'expatrier pour pouvoir vivre en couple. Et ils se font arrêter pour avoir violé les lois de leur État qui interdit le mariage interracial, puisque la Virginie, qui a été d'ailleurs la première colonie dès 1619 à édicter des lois qui criminalisent les associations entre noirs et blancs, cette loi de Virginie leur impose de quitter l'État s'ils ne veulent pas être arrêtés, faire de la prison. Donc on a toutes ces lois qui, à la suite de l'émancipation, à la suite de la guerre civile et de l'émancipation des Américains et Américaines qui avaient été mis en esclavage, ces constitutions d'État interdisent le mariage et criminalisent de facto les couples qui ne peuvent même pas se marier, parce qu'ils vivent dans la fornication. Donc on a une stigmatisation morale qui est extrêmement prégnante, et qui place ces couples dans l'impossibilité d'être des couples. Donc vous êtes obligés de vous cacher, et vos voisins sont incités à vous dénoncer parce que vous représentez un trouble à l'ordre public. Exactement comme les couples de même sexe. Donc vous avez des lois qui récompensent d'une prime, un bounty, le voisin, bon citoyen, qui va aller dénoncer des pratiques immorales qui ont cours et qui vont dénoncer des couples qui vivent dans le péché. Et en fait, le couple Loving a été le premier à porter son cas à la Cour suprême des États-Unis, mais ça aurait pu être un couple d'Alabama. Un couple composé, il me semble bien là encore, d'une femme noire et d'un homme blanc, mais qui n'a pas pu arriver jusqu'au bout de sa démarche avec la Cour suprême. Il faut effectivement beaucoup de courage, là pas tellement forcément de fonds, de finances, mais beaucoup de courage pour pouvoir tenir la durée d'appel en appel jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Et donc, le couple Loving a tenu bon pour obtenir le droit de retourner dans son état d'origine pour y vivre en tant que mari et femme. Et il a fallu pour cela mobiliser non seulement l'American Civil Liberties Union, mais aussi les médias, qui sont venus faire un reportage qui est très bien montré dans le film d'ailleurs, pour montrer la vie de famille des Loving, pour montrer à quel point ils étaient normaux. Merci pour ta réponse. Donc, je vais donner le micro à qui le souhaite. J'ai deux questions en une question. En fait, j'ai deux questions. Est-ce que vous avez pu comparer ces couples-là avec des couples, avec des statistiques sur les couples dans la population générale, sans que ce soit forcément des couples interraciaux, afin de voir si c'était des couples, par exemple, qui avaient un mariage qui durait plus longtemps, s'ils avaient plus ou moins d'enfants que les couples dans la population générale, par exemple, ou des statistiques comparatives, peut-être. Alors, j'ai fait pas mal de statistiques comparatives. Celle qui m'a paru la plus intéressante, c'est que dans le recensement de 2010, les couples interraciaux représentaient moins de 1% des couples qui s'étaient mariés aux États-Unis. Donc on avait toute cette rhétorique déjà du grand remplacement, du suicide racial des Blancs, du white genocide, mais dans les faits, il n'y avait pas tant de couples interraciaux que cela. Après, vous me demandez des choses qui sont plus détaillées sur lesquelles je n'ai pas eu l'occasion, ou je n'ai pas jugé important de collecter des statistiques pour cette étude-là en particulier, parce que j'analysais surtout la formation de ces couples dans des âges
où la famille était en cours de formation. Donc j'ai vraiment centré sur la formation des couples, comment surmonter les obstacles à la formation des couples, comment les couples s'installent et gagnent leur légitimité en tant que couple et ensuite en tant que jeunes parents. Je pourrais continuer en fait cette étude toujours sur les mêmes couples parce que certains se sont séparés, d'autres ont reformé des familles recomposées avec des partenaires d'un groupe ou d'un autre qui pouvaient avoir des enfants métis ou non. Donc on en arrive parfois à des degrés de complexité qui sont assez vertigineux. Mais ce qui m'a mis quand même la puce à l'oreille et qui me donnerait l'idée aussi de poursuivre ce terrain si j'en ai le temps, parce que maintenant c'est vraiment plus qu'une question de temps libre surtout, c'est de constater que même à l'époque où je faisais mon terrain, beaucoup de couples se formaient plutôt à l'âge où on n'avait plus d'enfants. Passé 45 ans, 50 ans, où des gens disaient, bon, en fait j'en ai marre. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai obéi à mes parents, I haven't dated out, I haven't married out, et en fait, ça n'a pas marché. J'ai pas été heureuse en couple, ou j'ai été malheureux avec mon épouse, ma première épouse, deuxième épouse, et maintenant j'en ai marre. Je trouve quelqu'un qui est noir, je trouve quelqu'un qui est blanc, on s'entend super bien, et on n'a plus personne pour nous dicter ce qu'on a à faire. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un terrain à faire sur les couples qui n'ont plus d'enfants, et qui se choisissent en dehors de toutes ces problématiques sur lesquelles je me suis centrée. Mais ça aurait été un autre bouquin, un autre travail de terrain, et j'en avais pas matériellement le temps. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là. Après, plus d'enfants, moins d'enfants, c'est compliqué aux États-Unis aussi, parce que vous le savez bien, un enfant ça coûte cher. Dès la naissance aux États-Unis, c'est au moins 10 000 $ pour un accouchement. Et après, il faut que vous mettiez de côté pour les études des enfants. Donc là, il y a vraiment des clivages sociaux, économiques qu'on doit prendre en compte. Et là, ça a apporté encore des paramètres de complexité qui étaient franchement à la limite de l'ingérable pour moi. Parce que déjà, devoir jongler entre les variables raciales et de genre, il y avait des fois où j'avais la tête qui tournait un peu. Je me disais, mais là, je suis en train de parler que des Américains ou que des Français. Il faut que je rééquilibre. Donc, c'était passionnant à écrire, mais ça a été quand même assez acrobatique. Mais merci pour la question, elle est vraiment intéressante. Enfin, les autres aussi, hein, mais ça donne d'autres sujets de recherche. J'ai une question par rapport au titre. Vous parlez de mariage et c'est vrai que vous vous basez vraiment sur des mariages parce qu'en France, c'est pas forcément significatif. Vous avez complètement raison, aux États-Unis aussi. Ouais, c'est quand même plus. La proportion de mariage est quand même beaucoup plus forte qu'en France. Elle est plus forte, mais elle commence à être aussi significativement en déclin. Il y a, vous savez bien, 25% de nones. Alors, c'est pas les nonnes, hein, mais c'est les non-denominationals. Donc, des gens qui n'estiment plus forcément devoir s'identifier comme religieux. Parmi la génération des millennials, j'ai de plus en plus de mes anciennes étudiantes, en particulier donc des jeunes femmes africaines-américaines, qui me disent non, moi je m'identifie comme spirituelle, mais plus comme religieuse. J'en ai un peu marre de l'église, qu'on me dise tout le temps ce que je dois faire, qu'on me dise de me taire, de faire les beignets, pendant que le pasteur dit des trucs, alors que bon, moi aussi j'aurais des choses à dire. Donc ça aussi, ça m'intéresse, c'est un des terrains que je rêve de faire, je sais pas, quand je serai à la retraite peut-être, un jour. Mais effectivement, j'ai centré sur le mariage à cause des 2 premiers chapitres qui étaient vraiment très historiques et où je retraçais la stigmatisation du mariage et aux États-Unis et en France, en particulier dans l'État d'Alabama, puisque un État, c'est un système cohérent de loi. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas quand ils me disent « Mais pourquoi vous allez choisir un État rétrograde comme ça ?» Déjà parce que tout le monde me disait « Tu ne trouveras jamais de couple interraciaux en Alabama ». Et si, j'en ai trouvé. Et aussi parce que c'est un système cohérent de loi, avec sa souveraineté quand même. Mais effectivement, le mariage est une protection. Le mariage aussi signifie que on contre toute cette rhétorique, tout ce discours qui dit que ce sont juste des gens qui sont ensemble pour le sexe. Merci beaucoup Cécile. Moi j'avais 2 questions. La première, c'est que tu as mentionné l'importance
où tu as donné une anecdote avec des sœurs de sororité, et je me posais la question du rôle que pouvaient jouer justement les sororités, les fraternités dans la mise en place de cadres et de contraintes et dans la régulation en fait des couples et de la vie amoureuse des étudiants, des étudiantes notamment. Et ensuite, alors je ne sais pas si c'est juste la présentation là ou ton travail en général qui s'intéresse aux contraintes extérieures que subissent les couples et la manière dont les couples vont se définir par rapport à la société. Mais moi je me posais la question de comment les rapports de race jouent à l'intérieur du couple et dans l'intimité aussi, parce que c'est pas parce qu'on s'aime qu'on est libéré des rapports de pouvoir et de domination. Et donc voilà, comment est-ce que tu as pu étudier ça aussi? Oui, complètement Anaïs. Alors, 2 questions super intéressantes. Je vais tâcher comme elles sont assez dissociées l'une de l'autre, je vais tâcher de rien oublier. Les sororités, les fraternités, franchement, c'est un autre terrain que j'aurais aimé faire. Mais par définition, c'est très secret. Donc, les étudiants et les étudiantes en parlaient lors des exposés oraux qu'ils faisaient. Mais on arrivait très vite à un moment où il était hors de question d'aller plus loin. Et en particulier dans l'État d'Alabama, il y avait des questions sur les manipulations de vote pour le student government, où des étudiants me disaient des choses qui me priaient de ne pas répéter, sur la manière dont on faisait voter des gens qui n'avaient rien à faire dans les scrutins, et comment ce qu'on appelait The Machine à l'université d'Alabama formait de futurs politiciens à la manipulation du vote. Bon, c'est assez piquant d'entendre cet argument-là mobilisé par des soutiens de Trump et par Trump lui-même aujourd'hui, enfin depuis 2020 en réalité. Mais donc ça, je n'ai pas pu le faire vraiment, je n'ai pas pu avoir énormément de détails là-dessus. C'était des petites mentions comme ça en passant, mais où j'ai vraiment pas pu en collecter suffisamment pour que ça soit un élément vraiment probant et saillant. Ce qui m'a été dit, c'était que les règles d'intégration dans les sororités portent une attention particulière non seulement au revenu de la famille, mais aussi à sa réputation. Donc certaines jeunes femmes blanches, en l'occurrence, me faisaient part de leur frustration parce qu'elles avaient fait toute la campagne, le rush, pour entrer dans certaines sororités et s'étaient fait rejeter parce que leurs parents n'étaient pas suffisamment élevés dans l'échelle sociale. Et alors moi qui avais lu Crève-Cœur, voilà, Société sans classe, les États-Unis, où il n'y a pas de famille aristocratique, etc., je me disais, ah oui, d'accord. Il y a effectivement l'Amérique de Crève-Cœur et il y a aussi des choses qui sont très très différentes ici. On me parlait aussi notamment de Old Southern Money, de Trust Fund Babies aussi, mais bon, il y avait des gens dont on savait très très bien qu'ils descendaient de certaines familles de planteurs. Donc moi qui ai toujours l'habitude d'établir un rapport avec les étudiants sur les noms de famille, en disant tiens, vous êtes bretonne, etc. Là je me disais bon, j'arrête avec les noms de famille. Parce que j'avais des gens qui avaient le même nom de famille et qui n'étaient pas de la même couleur et on n'avait pas envie d'aller sur ce type de terrain en Alabama, du tout. Mais effectivement, ce que j'ai entendu, c'était surtout sur les grossesses. Donc là, c'était un terrain complètement différent. C'était beaucoup plus des sororités blanches, parce qu'elles étaient très très ségrégées, les sororités sur le campus de l'université d'Alabama, au point même que les sororités africaines-américaines étaient situées sur les anciens quartiers d'esclaves. Tandis qu'évidemment, le président de l'université occupait la grande maison du planteur. Moi, j'étais invitée à fêter les accomplissements des meilleurs étudiants et étudiantes noirs, puisqu'il était présumé que j'étais une professeure noire. Donc j'arrivais, j'étais la seule personne blanche. Mais bon, mes étudiants étaient contents de me voir, donc j'étais adoptée. Donc voilà, je passais à peu près sous le radar. Mais le président de l'université s'excusait de ne pas pouvoir faire son discours de félicitations, alors qu'il se murmurait qu'il était en train de jouer au golf au même moment. Donc c'était quand même... c'était clivé au point que ces questions de sororité et de fraternité, c'était off limits pour moi. L'année 2010, c'était la dernière année où se déroulait la tradition du Old South Week, où les étudiants
revêtaient des uniformes confédérés qui étaient transmis dans leur famille, tandis que les jeunes femmes se mettaient en Southern Belles, c'est-à-dire Scarlett O'Hara, dans Autant en emporte le vent. Donc ils étaient déjà bien alcoolisés vers 11h du matin, et ils avaient pour tradition de passer devant la seule sororité noire qui était sur Sorority Row, Alpha Kappa Alpha, donc une des plus anciennes et plus célèbres sororités noires, et de jeter leur slip sale sur la pelouse de la sororité, ou de jeter des petites balles de coton pour rappeler aux jeunes femmes de la sororité noire où était leur place. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Rester à sa place, ne pas sortir de sa place. Quand je sortais des auditoriums avec 3-4 étudiants noirs, parce qu'on continuait une discussion, j'avais des regards assassins, là encore, de jeunes hommes qui me regardaient comme si j'étais la dernière des dernières. Donc je comprends de manière très indirecte à quel type de pression elles peuvent se soumettre les unes les autres, parce qu'elles reproduisent très très clairement toute une série de paramètres, de classes, de castes qui sont propres au sud des États-Unis. Après, la deuxième question, c'était sur les conflits internes au couple. Effectivement, j'en parle beaucoup, parce qu'on intériorise toutes sortes de rôles de genre aussi qui sont racisés. Donc, il y a énormément d'entretiens où il a été question de préserver la masculinité d'hommes noirs, de préserver leur fierté, parce que ils ont à surmonter tellement de mépris dans des interactions sur le lieu de travail, dans des lieux publics, avec des inconnus, qu'il faut qu'on recrée une sorte de cocon familial où on réinvestit des rôles beaucoup plus traditionnels. Donc c'est vrai que ça provoque pas mal de tiraillements. Ça provoque des tiraillements aussi, et là encore, c'est des discussions qu'on a entre femmes. Donc là aussi, on est dans des espaces où il y a uniquement des femmes, ou bien des espaces où il y a uniquement des hommes, où on rejoue toutes ces questions coloniales. Oui, où là, la culture visuelle est extrêmement prégnante, où on sexualise l'homme noir ou la femme noire, et on est aux prises avec ça. Et où on essaie de se désengager, ou de se libérer un petit peu de tous ces stéréotypes, dont on est en fait extrêmement porteur. Tout à l'heure, on parlait d'un passé moins traumatisant, mais en fait, si on pense à toutes ces affiches des expositions coloniales, tous ces paquets de banania ou de bamboula, les petits gâteaux bamboula avec lesquels on a grandi, toutes ces publicités où il y avait Tarzan ou un émule de Tarzan qui se faisait bouillir dans une marmite par quelqu'un qui avait des plumes sur la tête, un os dans le nez, on n'est pas très très loin en fait. Et en plus de toutes ces images, de toute cette culture visuelle qui relève de la France et de son héritage colonial, qui a commencé, n'oublions pas, aux Antilles, parce que c'était nos colonies jusqu'à ce qu'on décide que ce soit des départements, mais c'était les colonies. On a en plus toute la culture visuelle africaine-américaine qui vient en plus façonner nos représentations des personnes noires. Donc Joséphine Baker, par exemple, avec la fameuse ceinture de banane. Donc on est aux prises avec tout ça, en tant qu'homme, en tant que femme, et après en tant que parent, où on essaie de protéger nos enfants et de les faire grandir à la fois en pleine conscience de ces stéréotypes et contre ces stéréotypes. Donc il y a effectivement énormément de tensions internes au couple qui sont extrêmement genrées. Bon, je sais pas, Anaïs, peut-être, si tu veux lire mon livre. Mais dès que j'ai le temps. Ouais, non. C'est bientôt les vacances. Quelles vacances. On prend une dernière ou peut-être deux dernières questions. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai deux questions, mais bon, la prioritaire, si on n'a pas beaucoup de temps pour partager la parole. Je voulais savoir si vous aviez trouvé un peu des schémas dans les rencontres entre les personnes plutôt jeunes. Est-ce qu'il y a des récurrences dans leur monde de rencontre? Parce que si c'est des personnes qui ne sont pas forcément destinées à se rencontrer de base, comment ces deux mondes se rencontrent? Et est-ce qu'au cours des années d'évolution, vous avez vu notamment les réseaux sociaux ou le téléphone, est-ce que ça a pu faciliter ces rencontres, notamment les sites de rencontres, les plateformes, etc. Super question.
Il y a vraiment du niveau dans le public, hein. Franchement, chapeau. N'est-ce pas? Ouais, là, bravo. Recrutement excellent. Vous avez complètement raison. C'est un campus où, notamment les sororités et fraternités, font en sorte que chacun reste with like-minded people, comme me disaient mes étudiants. Donc on rejoint des gens qui pensent exactement comme nous et qui nous ressemblent. Alors c'est people who look like me, ça aussi, combien de fois je l'ai entendu. Mais quand même, on arrive à rencontrer des gens sur ce campus malgré tout. Donc il suffit d'avoir des amis qui ont des amis, et on finit par se rencontrer. Les modes de rencontre sont un peu les mêmes quand on est jeune en fait et étudiant. On aime la musique, on se rencontre dans des fêtes. Les églises aussi, puisque c'est là où on fait de la musique, où on fait la fête. Le rock chrétien notamment peut aider à ce type de rencontre. Et également les églises interdenominational avaient aussi cette fonction-là. Au moment où j'ai fait mon terrain, il y avait moins de sites de rencontres en ligne. Ils étaient beaucoup moins populaires que dans la Gen Z. Donc il faudrait faire un autre terrain sur une autre génération. Là, je me rends compte qu'effectivement, la méthodologie qui consiste à bien segmenter les générations est tout à fait adéquate. Mais c'est vrai, ce que vous dites. Une de mes étudiantes africaine-américaine qui était en couple avec un jeune étudiant blanc me disait qu'elle avait fait la connaissance de la cousine de son fiancé, qu'elle avait voulu lui serrer la main et que la jeune femme ne savait pas quoi faire de cette main tendue, parce que c'était la première fois qu'elle se trouvait dans une même pièce aussi proche d'une personne noire. Donc en dehors de la télé, on ne sait pas comment interagir en fait. Donc elle ne savait pas si elle devait lui serrer la main ou quoi. Donc elle est restée avec la main comme ça, puis au bout d'un moment, elles se sont mises à parler, mais c'est effectivement pas simple. Eh bien écoutez, merci Cécile pour cette... Un grand merci, et j'en profite juste pour vous signaler les 2 prochaines conférences qui sont susceptibles de vous intéresser également. Donc très prochainement, le 10 mars, on recevra Gilles Havard qui a publié un livre passionnant sur Natchez. Et le jeudi 12 mars, donc cette même semaine, on recevra Anne Légier qui a publié un livre qui s'intitule Womanhood and Equality in the United States. Et donc on vous espère nombreux les 10 et 12 mars. Et encore grand merci à Cécile pour cette présentation. Merci à vous. Merci beaucoup.